Bonjour à tous, bienvenue à tous à l'Atelier d'âme dans le cadre du salon All for Content 2021, 100% digital. Et donc aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de partager cet Atelier d'âme avec mon associé chez Activo Consulting, à savoir Malika Keshish. Bonjour Malika. Bonjour Frédéric, bonjour à tous et à toutes. Donc, nous allons aller de l'avant et ben dans cet atelier que nous allons vous présenter un certain nombre de clés majeures au regard de la gestion d'un projet d'âme, depuis la définition du DAM, comment aborder le sujet du DAM, avec quelle technologie, est-ce que la technologie est si importante au regard de votre besoin d'expression, et nous reviendrons un petit peu sur quelques liens importants qui vous permettront de prolonger cet atelier. Malika, peux-tu nous parler un petit peu finalement de notre ADN? Qui sommes-nous? Donc Activo Consulting est un cabinet de conseil avec des experts. Fred et moi sommes donc des experts d'âme, donc c'est un peu dans ce cadre-là que nous intervenons aujourd'hui. Donc nous proposons aux marques avec qui nous travaillons notre expertise dans le domaine qui a plus de 20 ans. Et nous essayons de leur transmettre aussi notre passion de ce métier, de ces solutions, notre expertise, et nous les aidons à mettre en place des projets d'âme qui sont des succès. Des projets d'âme qui sont des succès parce qu'en fait, on a embordé toutes les équipes et on fait en sorte que le contenu est bien pérenne dans la plateforme et que la solution soit bien récupérée et bien appréciée par les utilisateurs. Voilà. Donc aujourd'hui, au niveau de l'équipe, on verra tout à l'heure comment nous travaillons, mais notre principal euh, point d'attention est vraiment la satisfaction des clients, la satisfaction des utilisateurs. Donc on est vraiment sur un accompagnement, le change en interne, sur la mise en place, quelle que soit la solution qui est retenue, sur des solutions. Alors aujourd'hui, on est sur du DAM, on fait aussi du PIM, du CMS. Voilà, donc on accompagne vraiment les marques, les institutions sur la mise en place de ces plateformes à partir des actifs numériques. Merci Malika. Alors juste finalement pour introduire un petit peu le pourquoi du DAM, c'est que je pense que comme tout à chacun, vous avez pu le voir l'année dernière, notamment au regard de la pandémie, on a eu un élan, en tout cas certains, notamment en France, des marques pour une appétence et le désir, en tout cas, de démarrer ce qu'on appelle la transformation digitale. Et au regard notamment du e-commerce, bien entendu, on a un besoin d'image, on a un besoin de données. Et pour gérer de l'image et de la donnée, le DAM, en tout cas, constitue un pilier de cette transformation digitale. Une autre étude là, que j'ai voulu partager de chez Nuxeo, qui est intéressante, puisque là aussi, elle met en avant ce besoin de l'image et de la vidéo. En effet, comme tout à chacun, vous le savez, c'est qu'aujourd'hui, le meilleur moyen d'engager un client, c'est de susciter l'envie, et rien de mieux que pour ça la bonne image au regard de la bonne donnée. En parallèle de ce travail, comme l'évoquait Malika, centré autour du métier, nous apportons aussi notre contribution au regard de ce qu'on appelle la DAM Foundation, dont finalement le corps et l'ADN aussi est d'essayer de mettre en place des standards et pas simplement de choisir une solution le DAM parce qu'elle appartient à Magic Quadrant, des Gartner ou Forrester. Donc là aussi, une intention métier pour mettre en avant les solutions de la plupart des éditeurs. On a la même chose également aux États-Unis. Je dirais qu'un petit peu aujourd'hui, de la même manière qu'un client travaille au niveau mondial sur sa transformation digitale, on essaye en tout cas de capter, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, et d'être présent dans différentes organisations. Alors, c'est quoi le DAM? Donc, le Digital Asset Management, c'est une plateforme. C'est une plateforme qui permet aujourd'hui aux entreprises de suivre la création de leurs actifs numériques, d'ailleurs de plus en plus, dans cette étape je crée des fichiers médias et je les dépose sur une plateforme qui va avoir comme rôle de pouvoir les classer, les indexer d'une manière pérenne dans un référentiel qui est propre à l'entreprise. Et c'est ce qui permettra ensuite de pouvoir les retrouver et pour pouvoir les consommer. Le DAM permet également de distribuer l'ensemble de ces médias sur des applications tierces
sur des plateformes d'emailing, de newsletter, les réseaux sociaux. Donc, il y a vraiment toute cette partie de redistribution. Le DAM permet également d'archiver les médias, puisqu'on peut gérer aussi des collections, on peut arriver avec des produits de fin de vie. Donc, on gère vraiment le cycle de vie des médias depuis leur création, la gestion, le flux de validation de ces produits créés, le classement, la mise à disposition, la recherche. Donc, le moteur de recherche est très important sur la partie des médias. Donc, aujourd'hui, ce que l'on peut mettre dans un DAM, c'est on va retrouver un peu les fichiers, toutes les productions numériques que l'on connaît autour de la photo, de la vidéo, évidemment, de documents artwork, des catalogues, des publications. De plus en plus, on est aussi sur des projets et on est consulté sur tout ce qui est objet 3D. La vidéo, c'est un vrai sujet, donc c'est pas, on les redistribue comment, quel format, sur les réseaux sociaux, etc. Donc, on met tout ça dans un outil qui va permettre de gérer un peu ce cycle de vie complet et on met et on distribue ces fichiers-là. Donc, avec des manières automatiques ou manuelles, avec vraiment une recherche faite par des personnes de l'entreprise pour pouvoir alimenter les emailing, les sites Internet, donc toutes les plateformes e-retail avec les back-office des CMS, etc. Voilà, pour nous, on considère que vraiment le DAM est le cœur en fait des projets de transformation digitale de l'entreprise qui communique de plus en plus sur de la photo, de la vidéo, des actifs numériques. Et effectivement, c'est ce qu'on retrouve à travers notamment ce schéma d'organisation qui, comme on peut le voir, dans l'organisation, a le DAM en fait comme fondation, le MDM comme référence en fait métadonnées, et très souvent entre les deux, on va trouver en fait le PIM qui permet d'agréger l'information entre le DAM et le MDM, avec bien entendu des canaux d'entrée, des canaux de sortie. Et donc, en tout cas, ce graphique est une parfaite représentation aujourd'hui des enjeux et de la place du DAM au sein de l'entreprise. Alors, juste en aparté, avant de partir en fait finalement sur ces usages, on l'a vu dans le schéma précédent, en fait, c'est cette multiplicité, cette richesse des assets à tous les niveaux. Puisqu'on parle de 3D, on parle de fichiers très haute définition. La vidéo aujourd'hui, c'est pas simplement une vidéo 480p. Donc voilà, c'est toute cette granularité, en tout cas de contenu, que le DAM devra supporter et distribuer. Alors passons au niveau de l'utilisation. Alors utilisation du DAM, elle est vraiment à tous les niveaux. Et l'idée là maintenant, c'est finalement de vous montrer les usages du DAM vraiment métier tel que nous le vivons nous au quotidien, à travers de la gestion de banque image, de la gestion de contenu marketing, la mise en place du DAM au service, par exemple, de la grande distribution et de ce qu'on appelle de la syndication, jusqu'à des éléments de packaging aujourd'hui, puisque là aussi, les produits sont de plus en plus dans la multiplicité des versions, de traduction, et donc de supporter toutes ces révisions. À toi, Malika. Donc, sur l'ensemble de ces usages du DAM, donc ce que l'on dit, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les entreprises, avant on disait, il y a certaines entreprises qui avaient besoin de DAM, c'est pas pour nous. Non, aujourd'hui, les entreprises produisent des contenus numériques et donc ont besoin toutes de pouvoir gérer ces DAM-là. Donc, sur l'ensemble de ces projets-là, on retrouve ce que l'on appelle en termes, vous allez avoir des photothèques, des médiathèques, donc des brand centers. Tout ça constitue, c'est des noms de plateformes qui sont issus en fait d'une mise en œuvre d'une solution DAM. Donc là, les exemples que l'on vous montre sont de belles photos sur des projets photothèque pure. Donc c'est vraiment le métier. Alors moi, j'ai démarré le DAM avec les agences photo et les groupes de presse. Et c'est vrai c'est des structures qui étaient très avant-gardistes à l'époque. Par rapport à leur constitution, leur production de photos, avec des normes, des métadonnées, etc. Et donc avec des interfaces pour pouvoir mettre à disposition très vite les photos des événements, des couvertures, etc., pour pouvoir ensuite être publiées. Donc on retrouve aujourd'hui sur ces plateformes-là donc des photothèques. Donc on a vu des outils avec des interfaces, avec des interfaces comme celle de Phrasea ici, où on retrouve voilà, de la photo sur des événements. On a d'autres interfaces Frédéric, la slide suivante, s'il te plaît. Voilà, donc on est toujours en fait sur une notion de photothèque ou de médiathèque. Et là, vous voyez, on intervient et on retrouve, au-delà aussi des métadonnées et
d'un rendu visuel qui valorise l'image, on retrouve aussi ce besoin de pouvoir fonctionner sur un mobile. Donc là aussi, ça fait partie vraiment des tendances du DAM. On a besoin aujourd'hui de retrouver, de pouvoir consulter la photothèque ou la médiathèque ou le Brand Center sur un mobile pour pouvoir faire une sélection, envoyer un lien sur un réseau sur Insta, etc. Mais également, ce mobile peut aussi être un outil pour alimenter la photothèque, puisqu'on est de plus en plus aussi sur des productions avec des utilisateurs nomades, où on prend de la photo et de la vidéo et on la publie sur des plateformes là. On retrouve ici un autre exemple d'une plateforme qui valorise aussi les visuels. Donc, sur des exemples, on est aussi sur de la photo de tourisme. Donc, vous voyez, on peut avoir des sujets complètement différents où on a toujours besoin d'un DAM, où on est voilà, sur toujours des métadonnées, une mosaïque mode brick wall, où on met en valeur l'image, on l'agrandit, on lit les informations, on rebondit sur des informations sur les métadonnées et tous les liens qui permettent en fait de poster et de partager ces visuels. Alors, on a parlé en fait de Brand Center, de médiathèque, de photothèque. Il y a un sujet qui, moi, me tient particulièrement à cœur, c'est vraiment le patrimoine des entreprises. Donc, toute entreprise aujourd'hui a son patrimoine. Et de plus en plus, ce patrimoine, on le numérise et on essaye de le valoriser. On le valorise pour l'histoire de l'entreprise, puisqu'une entreprise va avoir à un moment donné à fêter ses 10 ans, ses 50 ans, ses 100 ans. Et on le valorise aussi par rapport au fait de pouvoir mettre en place des plateformes qui vont permettre d'identifier et d'archiver l'ensemble des produits de l'entreprise. Donc, au-delà même de visuels qui vont permettre de communiquer sur l'entreprise, ça peut être aussi des plateformes qui vont permettre de référencer les objets, les collections, les produits de l'entreprise qui ont été créés il y a plusieurs années. Donc ça, c'est très important. Donc on retrouve ça au niveau des musées, on retrouve ça au niveau donc des services patrimoine des entreprises. Et qui dit produit de l'entreprise dit aussi cette notion de collection, de gestion de collection des œuvres de l'entreprise. Frédéric, la slide suivante, s'il te plaît. Voilà. Et donc sur la gestion de collection, ça c'est vraiment quelque chose de super important parce qu'aujourd'hui, vous retrouvez sur le marché des outils qui permettent de gérer des collections d'œuvres, qui permettent de gérer des collections de produits. C'est leur métier. Ces outils-là peuvent aussi inclure à un moment donné, parce qu'une œuvre, un objet est de plus en plus donc numérisé, photographié, avec plusieurs vues par rapport à ce produit. Et ces images, voire ces objets 3D ou ces vidéos qui représentent ces outils, peuvent être en lien avec la gestion de collection. Donc, les questions que l'on peut se poser par rapport à une solution DAM, est-ce qu'on va utiliser la plateforme DAM de l'outil de gestion de collection ou est-ce qu'on utilise une gestion DAM indépendante et on fait dialoguer les deux outils? Et donc, on revient un peu à ce qu'on a pu dire au début, c'est-à-dire que nous, dans notre façon de voir, le DAM reste une plateforme qui est vraiment un entrepôt de médias mis à disposition d'applications tierces. Et donc, ce qui peut être très intéressant et ce que l'on voit de plus en plus se faire, c'est d'avoir ce DAM qui soit l'entrepôt d'applications pour des projets patrimoniaux d'applications de gestion de collection. Merci Malika. Alors, on prendra aussi un autre élément qui peut être très intéressant, alors notamment dans le cas d'agences de communication, de marketing, c'est la place finalement du DAM au sein du processus créatif. Voilà. Et là aussi, c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus se démocratiser avec ce qu'on appelle des plugins entre les applications Photoshop, InDesign Illustrator et le DAM. Intelligente avec des gestions de révision, des notions de validation, telles qu'on peut par exemple voir ici, où là je suis depuis Photoshop et j'ai accès, comme on peut le voir sur la droite, aux métadonnées du fichier, aux révisions du fichier. Donc tout ceci permet bien entendu de rester dans l'espace créatif au travers des applications, ce qu'on appelle bureau, tout en profitant de l'usage du DAM. L'autre point qu'on l'a évoqué dans les cas d'usage, c'est le packaging. Le packaging qui est un métier à part, qui là aussi avec des fichiers plus complexes en termes de traitement, en termes de très haute définition, de complexité, très souvent des fichiers PDF.
des notions aussi de ce qu'on appelle de workflow, donc de process métier. Bah, ce sont aussi toute cette granularité de fonctionnalités qu'à un moment donné, une solution de dame pourra en tout cas apporter en tout cas son bénéfice. Alors, au regard, bien entendu, du traitement de fichier, il y a un petit peu moins de solutions. Là aussi, tout dépend de comment on veut traiter le fichier très en amont avec toute sa complexité ou le fichier, on va dire, fini et qui souvent peut se résumer à un fichier JPEG. L'autre point, bien entendu, comme on l'a dit, c'est d'utiliser le DAM comme source unique de contenu. Et à partir de là, aujourd'hui, quel est le meilleur moyen finalement d'engager le client? Bah, ce sont les réseaux sociaux. Et on le voit notamment à travers les dernières études, au-delà des différents supports que sont le print, etc. Véritablement, les réseaux sociaux ont une place majeure. Aujourd'hui, on est sur Insta, on voit un visuel, on clique dessus et on fait un achat. Et bien entendu, bah, le DAM est parfaitement approprié à ça afin de pouvoir, à partir d'un seul et même fichier, hein, on ne garde uniquement le fichier très haute définition, que ce soit un fichier Photoshop, un fichier TIFF. Et si on a le choix entre un JPEG et un Photoshop, on prendra le fichier Photoshop qui lui permettra d'être traité par le DAM et de fournir différentes transformations. Enfin, un cas d'usage de plus en plus répandu, c'est ce qu'on appelle le retail. Parce que globalement, pour faire simple, c'est le e-commerce, où là aussi, on doit être souvent dans des structures d'organisation au niveau du client, avec un nombre extrêmement large de métadonnées à supporter, avec plusieurs systèmes dans l'entreprise, comme comme nous l'avons pu le montrer là sur le graphique, là on voyait DAM, PIM et MDM. Donc là, on a du Salesforce, on a plusieurs CMS. Et là, nous avons pris le cas d'un de nos clients. On a le DAM et le PIM séparés. Alors là, c'est un peu aussi notre ADN. Évidemment, au regard des budgets, quelquefois, on essaye de trouver le système qui essaye de tout faire, de tout en un et avec des coûts réduits. Maintenant, traditionnellement, le DAM est bon pour le DAM. On n'a pas encore vu de PIM qui soit aussi bon en tout cas qu'un DAM. Et les bonnes pratiques, c'est de pouvoir collaborer avec les deux. Alors pour montrer un petit peu un cas d'usage avec un de nos clients, bah, c'est que là typiquement je suis dans le DAM et je vois un visuel de pneumatique avec un certain nombre d'agrégations de métadonnées aussi bien standard que personnalisées. J'ai la même variation en fait de ce pneu au niveau du PIM. Voilà. Et finalement, ça se traduit comment? Bah, sur la plateforme e-commerce, tel que par exemple Amazon ou d'autres, hein, on va retrouver le visuel qui vient du DAM et puis l'ensemble des métadonnées qui est une agrégation de métadonnées venant du PIM et éventuellement d'autres systèmes. Je te laisse nous présenter les tendances. On va passer sur un certain nombre de tendances. C'est les tendances que nous avons relevées. Pour le DAM 2020-2021. Donc, sur les tendances que l'on a, on est vraiment sur l'expérience client, la rapidité. Donc, je pense qu'on peut passer sur le détail des différentes slides sur les tendances. Donc, on est sur rapidité, fluidité, appropriation de la plateforme par les utilisateurs. Donc là, ça relève et adapter en fait le DAM à l'utilisation de la personne, donc du mobile, des drag and drop, interface UX. Alors, interface UX aujourd'hui, on peut se poser la question. On produit en fait des plateformes aujourd'hui qui sont professionnelles. Et en fait, le challenge aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ces plateformes-là soient aussi simples d'utilisation que ce que l'on utilise aujourd'hui au quotidien. Donc, en tant que B2C, en tant que consommateur des réseaux sociaux, de nos applications par rapport aux smartphones, etc. Donc, en fait, c'est un vrai challenge de faire en sorte d'avoir des applications professionnelles, pointues, qui font des choses complexes en amont et de pouvoir avoir sur l'utilisation pour l'utilisateur un fonctionnement simple et fluide. Donc ça, c'est vraiment une tendance. On rejette, on a des utilisateurs. Donc nous, dans le cadre de nos activités, on fait vraiment des ateliers d'onboarding et de co-création avec les métiers. Et on s'aperçoit, les gens veulent quelque chose de simple et de rapide. Donc ça, c'est vraiment notre priorité, de fonctionner sur tous les types d'interfaces. Donc on l'a dit, aujourd'hui, on a de plus en plus d'utilisateurs nomades. Il faut que ce soit simple pour eux. Et évidemment, autour de ce DAM-là, on est aussi sur
les métadonnées. Donc les métadonnées, ça veut dire qu'aujourd'hui, on dit toujours qu'une image vaut 1000 mots. Oui, mais une image a besoin de mots pour pouvoir la classer, pour pouvoir la retrouver et ensuite la porter vers ces plateformes de diffusion cibles. Sur la tendance aussi sur nos plateformes d'âme, c'est de pouvoir protéger tout ça. Donc, c'est très bien de mettre en place des plateformes, c'est très bien d'automatiser un maximum d'informations, de faire la synchronisation de data entre, quand on est sur du retail, entre les images des produits, la fiche produit, les articles, etc., de récupérer les informations. Mais on est aussi garant nos contrats, nos photos. Nos contrats, nos vidéos, ça veut dire tout simplement que le DAM doit aussi inclure un flux de mise à disposition, de contrôle des droits par rapport à ces assets. Donc, on identifie différents droits. Donc, on est sur la cession de droits d'auteur, sur les égéries, sur les archis, les architectes, etc. Donc, les plateformes qui sont mises en œuvre. Donc, on accompagne aujourd'hui nos solutions d'âme de produits qui protègent ce contenu au niveau de la plateforme d'âme, en amont, d'avoir des warnings quand en fait des éléments arrivent en fin de droit, etc., de pouvoir préparer ça. Et on a aussi des solutions partenaires qui existent autour du DAM, qui fonctionnent avec des solutions DAM et qui sont là aussi pour protéger les mauvais usages ou les mauvaises publications sans droit qui peuvent aujourd'hui se faire sur Internet. Donc voilà, faire très attention au rendu et à la mise à disposition de ces visuels. Sur la partie intelligence artificielle, ça fait aussi partie des tendances. Donc, c'est vrai que l'intelligence artificielle a énormément et apporte beaucoup sur la photo et la vidéo, que ce soit sur de l'auto-tagging, que ce soit sur la vidéo en speech-to-text. Voilà, donc il y a un vrai contexte par rapport à ça. Alors, moi, je dis toujours, ça avance, ça continue d'avancer, la recherche continue. Il y a de grandes plateformes qui existent en termes de moteurs d'intelligence artificielle, on les connaît, celles de Google, d'IBM, etc. Il faut savoir que quand on veut consommer et qu'on veut vraiment exploiter à fond cette notion-là, on a besoin de millions de data. Donc, on rejoint un peu la problématique que l'on a aujourd'hui en disant c'est le contenu. Et ce contenu, pour pouvoir le comparer, il faut le comparer à des millions de données pour pouvoir justement avoir un résultat pertinent et pouvoir comparer sur ces millions de données, ça veut aussi dire ouvrir sa plateforme d'âme et ses contenus à ces plateformes-là pour pouvoir avoir le retour d'informations par rapport à cette comparaison. Donc, il y a des produits et des projets d'âme pour lesquels on peut facilement le mettre en place. Il y a des projets pour lesquels où les datas de la plateforme d'âme sont plus ou moins confidentielles. Et là, on peut réfléchir sur des solutions qui sont un peu plus internes pour pouvoir exploiter en fait cette notion d'intelligence artificielle. Mais c'est vrai que par rapport à il y a quelques années, on avance beaucoup sur cette partie-là et ça aide à classer et à classer et à mettre des métadatas en fait sur ces images-là. Alors, je veux aussi quand même rendre hommage aux documentalistes qui font aussi un travail super important sur ces plateformes et qui sont aidés par l'intelligence artificielle qui fait un feedback sur ces éléments-là. Mais cette intelligence artificielle, elle a aussi besoin d'être voilà, justement portée et validée et approuvée par ceux qui sont garants du référentiel et du vocabulaire de l'entreprise. Alors après, comme cinquième tendance, de plus en plus, comme on l'a vu un petit peu dans notre schéma au départ, on avait les entrées et les sorties au milieu, le DAM, c'est la capacité d'aller au-delà simplement de la source unique de contenu et d'engager le contenu à travers ce qu'on appelle des process métiers, autrement dit des workflows. Bon là, plusieurs approches. Peu de solutions répondent aujourd'hui véritablement à ce qu'on appelle un BPM, un Business Process Mapping, où on va pouvoir véritablement mapper un process métier, mais néanmoins, il y a une tendance pour aller de plus en plus, soit à travers des fonctionnalités liées au système, soit à travers des intégrations. Quand on parle d'intégration du DAM au cœur de l'entreprise, il est difficile de ne pas évoquer les notions, ce qu'on appelle des API, de web services, qui sont là finalement comme pour faciliter la connexion du DAM avec d'autres systèmes. Alors, on ne va pas rentrer dans la technique, mais c'est aujourd'hui une des données fondamentales. Fondamentale notamment au regard des échanges qu'on peut avoir avec toute la chaîne de valeur. Et comme le montre un certain nombre d'études, comme on a pu déjà vous le partager, véritablement,
L'enjeu de l'engagement du client, c'est la personnalisation. L'enjeu de la personnalisation, c'est l'intégration des différents systèmes. Et quand on parle bien entendu d'écosystème, alors là, aujourd'hui, on a l'avantage par rapport il y a une dizaine d'années d'avoir un certain nombre de systèmes qui offrent une multitude de connecteurs. Alors bien entendu, plus l'éditeur a quelques années d'expérience et plus cet éventail est partagé. Alors vous allez me dire qu'on a de l'API, on peut très bien faire de l'intégration. Bon, dans certains cas, c'est pas mal aussi d'avoir un connecteur direct avec des systèmes tels que les WordPress, les Drupal, des choses comme ça, tout ce qui est réseaux sociaux. Puisque la création d'un connecteur, bah, c'est quand même de l'argent et quelquefois, dans certains cas, on peut être dans des coûts non négligeables. Donc aujourd'hui, un certain nombre d'éditeurs, comme on pouvait le voir, proposent de plus en plus ce qu'on appelle une espèce de marketplace avec un nombre assez impressionnant de connecteurs. Connecteurs qu'on retrouve, bah, comme on l'a vu dans les cas d'usage, avec toute la partie connexion avec les applications d'Adobe. Le cœur de la créativité, évidemment, on aimerait que ça soit le DAM, mais il faut être réaliste. Aujourd'hui, le fichier InDesign ou Photoshop est tellement complexe. On a des niveaux de calque extrêmement avec une granularité importante. La créativité reste au cœur des applications desktop. Néanmoins, le DAM permet de partager ces éléments plus facilement. De plus en plus également cette notion de capacité d'éditer en ligne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un certain nombre de moteurs qui vont permettre via par exemple InDesign Server d'aller éditer dans le DAM directement le fichier InDesign pour faire de la personnalisation ou à travers aussi un certain nombre de moteurs qui ne sont pas des moteurs InDesign natifs, comme le moteur Chili qui va plutôt travailler ce qu'on appelle sur une sorte d'IDML. Mais là aussi, ça répond à un besoin de personnalisation de contenu, et vous l'avez tous vu à travers les campagnes Coca-Cola, Nutella, M&M's, etc. On peut écrire son nom, personnaliser le nom de sa bouteille, etc. Les notions également de validation de contenu avec une capacité d'aller zoomer très fortement sur des visuels, comme on peut le voir sur ce viewer-là, la capacité de comparer, toujours ces notions d'annotation. Donc ça, c'est quand même des constances que l'on voit depuis quelques années et qui commencent vraiment à se généraliser. Et comment ne pas terminer, bien entendu, par tout ce qui est KPI. Alors là aussi, pour KPI, pour Key Performance Indicator, on parle de BI pour Business Intelligence. Donc, ce sont des notions qui sont aussi très proches. L'idée, c'est quoi? C'est au-delà finalement du rapport d'activité que l'on peut avoir sur un DAM, qui a fait quoi, quand et comment, à travers par exemple des process métiers, voir quels sont les points qui ont bloqué lors de la validation d'un élément. Donc là aussi, un éventail d'outils de plus en plus présent. Stratégie de migration, puisqu'à un moment donné, soit on part d'un système existant qui est au sein de l'entreprise, on va aller vers le cloud. Dans certains cas, on peut être aussi dans des situations où on a énormément de visuels à téléverser dans le système. Donc, quelquefois, notamment dans le cas des studios photos, la bande passante n'est pas suffisante et on va avoir des systèmes hybrides. En tout cas, les différentes études nous montrent qu'effectivement, on a une poussée extrêmement forte vers le cloud avec alors ces éternelles finalement questions. Est-ce qu'on parle de cloud on-premise? Donc là, on vous a mis un petit peu un éventail de situations. Globalement, aujourd'hui sur le cloud, les trois systèmes que sont Amazon, Microsoft Azure ou Google proposent globalement la même offre, avec des coûts qui sont extrêmement proches. Et du coup, un certain nombre d'éditeurs, comme vous voyez ici avec Photoware, essayent de caler leur business model finalement autour de ces architectures. Bien entendu, quand vous êtes impliqué ou que vous démarrez un projet d'âme, il faut toujours être aussi en relation avec l'éditeur et vraiment le pousser. Et il faut, comme le disait Steve Jobs il y a 25 ans, finalement, très souvent, un DAM, c'est une expérience, et une expérience, ce ne sont pas une liste de fonctionnalités. Donc, il faut aller apporter le métier au cœur du système, et c'est comme ça qu'on va parler véritablement d'innovation. Dans tous les cas, le DAM permet véritablement de mettre en avant les actifs numériques de la marque. Alors, très rapidement, on va faire, puisqu'aujourd'hui, la question qui va à un moment donné va être posée, mais comment choisir? Alors, effectivement, c'est un choix qui devient un petit peu cornélien au fil des années, puisque, comme vous le voyez, on a aujourd'hui plusieurs milliers d'applications et le DAM, finalement, n'est qu'une petite niche dans tout ça. Alors, vous avez un certain nombre d'organismes, comme Gartner et Forrester, qui vont vous présenter des agrégations, solutions au regard de clés de performance en tant que telles.
D'autres organisations plus liées aux dames vont essayer d'organiser l'ensemble de ces éditeurs à travers. Alors là, c'est une vue qui fait toujours un petit peu peur et en même temps nous fait penser au métro parisien. Bon, l'idée, c'est pas forcément de dire qui est meilleur. Le plus important, c'est finalement de se trouver quelque part, mais surtout essayer de comprendre l'évolution du marché entre tout ce qui est dames, CMS, comme on le disait au départ, PIM, etc. Voilà. Et dans tous les cas, on a, notamment au travers de la Dame Fondation, on essaye d'apporter en tout cas, et chez Activo, c'est effectivement le cas, euh, de remettre l'expérience client au cœur du métier et de la sélection à travers ce qu'on appelle des caractéristiques, et il y en a 10. Il faut savoir que quasiment une solution sur deux échoue à ce test-là, donc c'est pas anodin. C'est un test qui se fait pas simplement sur une présentation PowerPoint. En tout cas, elle représente à nos yeux un test véritablement probant pour la solution. Voilà. Donc, à travers des démos scénarios qui sont finalement le meilleur cas d'usage qu'on peut avoir pour mettre en avant les solutions. Alors, rapidement, si on essaye de reprendre un petit peu c'est quoi le marché aujourd'hui, alors leur history essaye de classer ça entre des solutions, on va dire, simples, des solutions connectées, des solutions, alors complexes, c'est pas complexe dans le sens complexe, mais on va dire plus proche de ce qu'on appelait avant ECM. Là aussi, c'est pas parce qu'on est, bon, c'est pas parce qu'on est dans, on n'est pas dans cette carte qui est, on n'est pas forcément, en tout cas, attribué comme solution de dame. Je crois que l'idée surtout, c'est de bien comprendre vos cas d'usage et nous, on a essayé au regard de notre expérience, comme va nous le montrer Malika, finalement, d'apporter un petit peu d'ordre, même s'il y a beaucoup de logos. Mais en tout cas, voilà, c'est notre vision et ce que l'on voit aujourd'hui sur le marché. Alors nous, ce qu'on dit ici, c'est que dans notre rôle à nous, en accompagnant les entreprises à mettre en place une solution d'âme ou à choisir une solution d'âme, c'est vraiment voilà, l'accompagnement client, la satisfaction client, le parcours utilisateur. On connaît et on prend du temps à vraiment découvrir les solutions qui existent sur le marché, à vraiment avoir une relation on essaye de nouer une relation très particulière avec ces éditeurs pour comprendre un peu leur roadmap, comprendre aujourd'hui ils se positionnent comment, etc. Et c'est en même temps une assurance côté client en disant, voilà, nous, on vous propose par rapport à votre projet un certain nombre de solutions qui pourraient y répondre. Vous faites votre choix, donc on est vraiment indépendant par rapport à ça. Et on pense que pour les éditeurs, on est effectivement aussi un maillon de la chaîne parce qu'on sait au-delà de leurs équipes, parce qu'ils ont aussi souvent des équipes qui sont en relation avec les clients, sur les formations, etc., on arrive à faire remonter un certain nombre de besoins métiers qui peuvent être pris ou pas en compte par rapport à leur roadmap, en fait. Donc, on est vraiment entre le client et puis vraiment notre focus, c'est vraiment faire en sorte que le projet soit une réussite et les évolutions sur les différentes plateformes. Donc, on en connaît un certain nombre depuis 25 ans que l'on pratique le DAM, Fred et moi. Et donc, à travers là aussi, cette présentation des solutions, effectivement, celles qui sont globalement sont celles que l'on voit le plus aujourd'hui sur le marché. Après, il y a un contexte toujours français et international. Faut savoir pratiquement 80% des solutions d'âme sont essentiellement anglophones. D'ailleurs, attention aussi, lorsque par exemple on parlait d'intelligence artificielle, quelques-unes ne sont pas capables de vous ressortir les mots-clés en français. Voilà. Après, les équipes sont pas forcément orientées françaises. C'est pour ça que vous avez un certain nombre en deuxième niveau, là, les solutions comme MediaWallet, Whedon. Alors, c'est pas que vous ne pouvez pas les utiliser, mais voilà, il faut savoir aussi qu'il n'y a pas forcément le support français en tant que tel. Et comme dernière touche, je crois que c'est important aussi de mettre en avant tout ce qui est open source. Il y a des gros efforts qui sont faits à ce niveau aussi. Et comme le disait encore il n'y a pas longtemps un de nos clients, finalement, c'est quoi la différence entre un DAM auquel je vais payer une licence et un open source, en sachant qu'elles utilisent par exemple la même librairie qui est ImageMagick ou le FFmpeg pour la vidéo? Bah, effectivement, et, quelquefois on peut se poser la question. C'est vrai qu'aussi l'open source a cet avantage de se nourrir de la communauté. Ce qui n'est pas forcément tout le temps le cas d'un éditeur, hein, qui, pour certains d'entre eux, tendance un peu à s'endormir sur leur laurier. Donc, en tout cas, c'est une offre à prendre en considération et qui, dans certains cas, peut parfaitement répondre aux besoins d'expression. Maintenant, on va revenir à quelque chose d'essentiel qui est la transformation digitale au cœur finalement et l'humain au cœur de cette transformation digitale. Là, on a repris finalement
Bon, deux citations de Patrice Cochin, qui est le lead digital chez Michelin. Là, ce qui est important, parce que c'est quelque chose qu'on vit au quotidien, on a vraiment une implication des équipes à tout niveau, quelle que soit la responsabilité, et c'est ça le succès. C'est pas simplement donner des ordres, faites le travail et puis on verra plus tard dans un meeting. Nous, c'est quelque chose que l'on voit au quotidien où les équipes, véritablement des responsables jusqu'aux développeurs, sont en permanence en agilité, en 360, à partager et être à l'écoute. Et c'est au regard justement de toute cette écoute qu'on a, en tout cas que les clients demandent, que nous, véritablement, on resitue au-delà de la technologie avec une approche agnostique, finalement, notre approche dans la mise en place d'un projet d'âme. Et là-dessus, Malika, tu peux sans doute nous en dire un peu plus au regard d'ateliers que tu peux mener. Voilà, alors donc vraiment, on démarre par vraiment une approche où on veut, on a une bonne connaissance et on prend connaissance vraiment du secteur et des enjeux des secteurs des clients et des enjeux et des contraintes et des pain points que le client peut avoir à rencontrer. Alors c'est vrai qu'on intervient de plus en plus sur des propositions et sur des projets où en fait on est sur de l'évolution de dames ou de remplacement de solutions. Donc il y a déjà eu quelque chose. Donc il y a déjà eu quand même un minimum d'informations de ce qu'était le DAM. Voilà, donc on démarre sur ça, on accompagne les projets sur des ateliers de co-création avec le métier pour découvrir la partie qui est importante autour de solutions de design thinking. On accompagne sur le référentiel, la mise en place de solutions du vocabulaire de l'entreprise et on accompagne aussi sur tout ce qui était workflow, métier chez le client. Donc, tout à l'heure, quand on a présenté l'équipe, effectivement, on fait très attention et ça, c'est quelque chose qui marche très bien, en particulier sur cette période-là où on travaille tous à distance en disant, voilà, on met en place une solution d'âme et bah, il y a pas longtemps, l'ensemble de nos projets ont tous démarré sur des ateliers avec le métier, sur des ateliers de co-création où on fait parler les utilisateurs, on fait parler les métiers. Alors, on oublie la technique, on oublie les solutions et on voit par rapport au fonctionnement des personnes qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui gêne, qu'est-ce qui fait grincer des dents. Et on prend en compte un peu ces retours sur des beaux tableaux et avec des post-it sur nos outils. Alors ici, sur cet écran-là, on voit des post-it à la même couleur. Habituellement, on a des post-it avec trois couleurs différentes, avec ce qu'on a, ce qu'on aimerait avoir et puis ce qu'on peut garder en fait de ce que l'on a et qui marchait très bien. En termes de gestion de projet, on fonctionne avec voilà, une méthode agile comme aujourd'hui on retrouve avec nos outils qui sont des outils standards du marché, mais qui permet d'aller vite sur des cartes, sur des systèmes, sur des actions précises où on peut revenir et aboutir à un résultat où on a validé les différentes étapes avec le client. Donc, je crois que effectivement, c'est très important cette partie-là. Et très souvent, c'est vraiment une démarche que l'on démarre avant même de démarrer finalement le DAM en tant que tel, puisqu'il y a souvent des interactions, des notions de gestion de contrat entre le client et l'éditeur. Préciser effectivement que au-delà de cette gestion de projet, il y a aussi à un moment donné la validation de la solution. Et là, je crois que c'est très important. Il y a de plus en plus, en tout cas, on voit un certain nombre d'éditeurs modernes qui laissent pas forcément tout le temps la place ou qui donnent les clés de leur outil à l'utilisateur. Donc là, prenez garde parce qu'on a toujours des notions un petit peu de coûts cachés. Donc voilà, en tout cas, on a essayé de vous présenter finalement quels sont les usages, c'est quoi le DAM, les usages du DAM, les tendances du DAM. Et le meilleur moyen finalement de prolonger cette expérience, c'est finalement de retrouver notre blog où on essaye chaque semaine véritablement de partager une expérience, un témoignage client, essayer de rentrer dans le détail de certaines technologies, de parler, comme le précisait Malika, par exemple, de tout ce qui est notion de gestion de droit, de notions aussi de formation que nous allons engager aussi cette année. Peut-être que Malika, tu peux nous en parler un peu plus. Alors, sur les différents projets que l'on mène, on s'aperçoit que les gestionnaires de ces plateformes d'âme ne sont pas forcément à l'aise avec la notion de droit. Voilà. Donc, quand on dit nos contrats, nos photos, une fois qu'on a dit ça, on fait quoi?
Donc on s'aperçoit, alors c'est plus facile quand on a des photographes externes, qu'on a obtenu le contrat, etc. Et donc l'idée, c'est vraiment aujourd'hui d'accompagner ces mêmes clients et puis d'autres sur, on met en place un DAM, on met en place la plateforme, mais on vous accompagne sur la gestion des droits, sur qu'est-ce qu'on peut obtenir, comment on rentre l'information, on est sensible à quoi par rapport à tel visuel, par rapport à tel auteur, si c'est un auteur interne, si c'est des photos artistiques, etc. Voilà, donc on est en train de préparer, donc toujours en mode numérique, des modules de formation pour voilà, un peu former nos clients sur la gestion des droits. Je voudrais aussi rajouter un point qui me semble important, c'est vraiment la partie communication et la partie change. Mais la partie communication est très importante. Quand dans une entreprise on lance un projet d'âme, c'est aussi important de commencer à l'annoncer au niveau de l'entreprise, de l'annoncer, de monter une communauté, ce que moi j'appelle une communauté ou des ambassadeurs d'âme au sein de l'entreprise, parce qu'encore une fois, on met en place avec toutes les bonnes volontés la meilleure solution, une belle plateforme avec un bon workflow. Il faut embarquer les équipes, il faut communiquer, il faut tenir compte des retours de toutes les personnes qui vont pouvoir alimenter avec les bonnes données sur cette plateforme-là. Tout à fait. Et donc, pour terminer, bien entendu, on essaye de partager, en tout cas d'engager un certain nombre de webinaires aussi tout au long de l'année, comme le dernier de fin d'année, vous pouvez retrouver sur notre chaîne. Et donc, pour finaliser finalement notre échange, voici un petit peu tous les liens que vous retrouvez. On a lancé également une chaîne podcast en fin d'année. Là aussi, on essaie de revenir sur des éléments clés en quelques minutes. C'est quoi une métadonnée? C'est quoi un DAM? C'est quoi un process métier? Que signifie la notion de gestion de crédit et de droit, etc. En tout cas, un grand merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci Malika. Merci à vous. Voilà. Merci Fred. Et bien entendu. Et bon salon et bon All for Content pour vous tous. Voilà, c'est-à-dire que vous retrouverez bien entendu à travers ces sessions interactives 100% digitales sur le site de All for Content l'ensemble bien entendu des conférences donc qui se déroulent entre aujourd'hui et demain avec bien entendu la possibilité de revoir et d'accéder au contenu. Voilà, un grand merci à tous et puis comme on est encore au mois de janvier, bonne année 2021 à vous tous. Bon, là, j'ai dit la connerie parce qu'on n'est plus au mois de janvier, on est au mois de février, en fait. On va couper ça au montage. Hein. J'ai pensé, quand j'ai enregistré la semaine dernière, j'ai pensé à dire bonjour et pas bonsoir, parce que même si on enregistre. Pour tout le monde. C'est pas très grave, je pense qu'ils comprendront. Bon, on est dans les... Parfait, nickel. Nickel Chrome. Pour moi, c'est bon. Sauf si vous voulez rajouter quelque chose. Voilà. Je crois qu'on a l'essentiel. Voilà, on a raccourci tout. Ouais, je suis passé un peu plus vite sur... Mais bon, finalement, ça... Non, c'était bien. J'ai essayé de suivre un maximum pour suivre les slides et tout ça. Donc, pour moi, c'était clair. Bon, si c'est clair pour vous, j'espère que ce sera clair pour tout le monde. C'est ça. Du coup, Malika, vous êtes libre. Mais je vais vous garder, Frédéric, pour vous poser les questions de teaser. D'accord. Très bien. Bye bye. Merci, Malika. Merci, hein. On se rappelle. Ouais. Alors, je vais vous mettre en plein écran. Ouais, je vais me cacher, mais vous allez toujours m'entendre. Je vais vous poser les questions. Donc, 30 secondes par question. Mmh. Et voilà. C'est bon pour vous? C'est bon. Ok. Alors, voilà, là, vous m'entendez toujours, normalement? Très bien. Très bien. Alors, première question. Quelle est votre vision de la communication de marque? Alors aujourd'hui, la communication de marque est un vrai challenge et en même temps est plein d'opportunités. Aujourd'hui, une marque doit gérer énormément de contenu, très riche, souvent en très haute définition,
Mais en même temps, ce contenu, il est fondamental. Pourquoi? Puisque le seul moyen d'engager un client aujourd'hui sur une plateforme, qu'elle soit e-commerce ou autre, ça va être le visuel et ça va être l'ensemble ce qu'on appelle des métadonnées. Donc, le vrai challenge aujourd'hui des marques, ça va être de trouver finalement la solution qui soit capable de gérer l'ensemble du contenu, depuis sa création jusqu'à sa syndication, avec un maximum de retour sur investissement pour un maximum d'engagement. Super. Alors, deuxième question. Comment voyez-vous 2021 pour les annonceurs? Aujourd'hui, en 2021, bien entendu, on est dans un contexte de pandémie, de situation sanitaire compliquée. Mais finalement, l'année 2020 a été aussi un déclencheur de l'activité digitale. Un certain nombre d'annonceurs n'étaient pas forcément enclins à démarrer cette transformation digitale. Aujourd'hui, on n'a plus le choix, ou sinon, on va rester au bord de la rivière. Donc, cette année 2021 va être riche, en tout cas pour les annonceurs, en créativité, en productivité. Et même si la situation, comme on le dit, sanitaire reste compliquée, c'est une année 2021 qui, à mon avis, sera sous de bonnes augures, avec en tout cas des opportunités. C'est très important de le dire. Toutes les périodes de crise sont toujours source d'opportunités et elles le seront très clairement pour l'ensemble des annonceurs en 2021. All for Content 100% digital, une production Dot Events et Broadcast Associés.